Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de m'accueillir. Ceux qui font de la musique savent que quand on doit commencer un concert ou un chœur, on doit observer un silence cadre. Ça peut peut-être vous expliquer ma bizarrerie d'attitude quand j'ai démarré là. Le message, je voudrais tout de suite le proposer comme un message essentiel. Philippe Colomba et d'autres qui le précédaient, mais je n'étais pas encore arrivé, ont insisté sur les espaces-temps d'échange. Les espaces-temps d'échange, évidemment, ils font venir à l'esprit tout de suite s'écouter et se parler, idéalement. Souvent, si on ne fait pas trop attention, c'est se parler et oublier d'écouter, mais s'écouter et se parler. Mais ce n'est pas suffisant. L'expérience quotidienne, multiquotidienne, montre que ce n'est pas suffisant. Avant de pouvoir s'écouter et se parler, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut faire une pause. Sinon, nous sommes tellement formatés dans l'action et dans l'action continue que ce n'est pas possible. Et on ne pense à s'arrêter que quand ça va mal et qu'on n'a plus la force de continuer. Alors là, effectivement, on envisage positivement le fait de s'arrêter. La démarche participative, elle est collective et préventive. C'est-à-dire qu'il faut acculturer ce message. On prend l'habitude et on garde l'habitude de 1. S'arrêter, 2. S'écouter, 3. Se parler. Alors, se parler de quoi maintenant là ? Eh bien, effectivement, tu l'as dit, Gilles, et merci pour ton accueil. Parler d'une vie bonne. Vie bonne, ce n'est pas un terme spécialement technique et philosophique, ce n'est pas non plus un terme soignant, c'est un terme de la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'une vie bonne et pourquoi c'est présenté comme ça, en soi et en dehors de soi ? Parce que, en fait, je n'ai pas l'intention de vous parler de la vie bonne, de répondre à la question depuis un ciel des idées ou depuis une expertise, d'une manière que je dirais abstraite, c'est-à-dire décoller de la réalité du terrain, du terreau et du terrain des soins. Non, 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 non. Et donc, la vraie question, oui, vous m'entendez bien, trop peu ? Je suis trop près du micro, oui. Très bien. Aristote dirait que c'est la juste distance, ni trop peu, la médiété, la vertu. Merci. Et vous voyez comment on y arrive, hein ? J'y arrive pas tout seul. Alors qu'Aristote, lui, il considère que c'est une vertu individuelle. Là, il faut une participation, il faut être au moins à 2. Donc merci, Gilles, encore. Voilà. Et donc, je disais, une vie bonne, en soi, en dehors de soi, je crois que le titre ou la question mieux formulée et moins abstraite, ça va être qu'est-ce qu'une vie bonne dans une vie mauvaise ? Dans une vie mauvaise. Et je pense qu'on va se rejoindre là. Ça va prendre en compte les conditions dans lesquelles nous sommes et nous vivons en tant que personne et en tant que professionnel. Alors, ça ouvre sur ces deux aspects quand même, l'intérieur de soi, l'extérieur de soi. Je vais peut-être insister d'abord sur l'intérieur de soi en parcourant à toute vitesse, en 2 diapos, l'histoire du monde de la réflexion. Je vais passer du monde antique au monde contemporain dans un grand saut, excusez-moi, et au milieu de ce grand saut, il y a ce qu'on appelle la révolution copernicienne, c'est-à-dire ce moment autour de la Renaissance où cet astronome a fourni les outils pour faire comprendre que la vision du monde partagée jusque-là n'est pas la bonne. Alors, avant cette révolution, il y a des gens comme Aristote, qui voyait le monde réparti entre ce qui est sous la Lune et ce qui est au-dessus de la Lune. Ce qui est au-dessus de la Lune, c'est vraiment un monde qui est stable, qui est juste, beau et bon. Et donc, la démarche éthique consiste à faire un travail sur soi pour trouver sa place, elle y est forcément, établie à l'avance, dans ce monde qui est stable, juste, beau et bon. C'est ça la démarche éthique. Pour non seulement quelqu'un comme Aristote, mais aussi pour les stoïciens. Et les stoïciens, ils savaient ce que c'était que de vivre une vie mauvaise. Hein. Et ils ont essayé d'élaborer leur philosophie pour être malgré tout bien, alors que leur environnement était défavorable. C'est pareil pour les épicuriens quand ils ont cherché à se mettre dans leur jardin. On en reparlera un peu tout à l'heure. Voilà, je m'excuse du caractère très rapide, mais le tableau brossé du monde antique, par contraste avec le monde d'aujourd'hui. Alors je répète, le virage, c'est ce changement de vision du cosmos.
À partir de Copernic, la Terre est plus au centre, on le sait bien sûr, mais surtout, ce n'est plus un monde stable. C'est un monde qui est en mouvement. On dit que c'est un univers en expansion. Et donc le centre est partout, la circonférence nulle part. Et quand il est question alors de trouver sa place dans un monde pareil qui est en expansion, ben on n'a plus le repère, les repères orthonormés, vous appellerez ça comme vous voudrez, qui permettent d'avoir la direction de la démarche. C'est plus possible ça. On ne sait plus où on habite. Il y a une perte des repères par définition. Et donc la démarche éthique qui en résulte, c'est une démarche éthique qui est à la fois instable, et elle est également inquiète à cause de l'impact et du retentissement qu'elle a dans nos êtres intérieurs. Et donc là, une vie bonne dans une vie qui ne l'est pas toujours implique un travail sur soi pour se faire, pour faire ensemble, et ça c'est l'objectif d'Acavie, un chemin, une place, et ce chemin on le fait en marchant. Vous voyez, il n'est pas tracé à l'avance. D'où l'intérêt de tous les espaces-temps d'échange pour tracer ensemble ce chemin, pas tout seul. Voilà. Et puis, bien sûr, pour que ça se passe le moins mal possible, il faut travailler un peu sur l'environnement. Et là, en 2 diapos, je vais essayer de vous brosser ça. Une diapo qui a trait au climat et une à l'hospitalité. Ça fait partie du décor, en quelque sorte. Pour le climat, voilà ce que je voudrais vous suggérer, la piste que je voudrais ouvrir. Il s'agit d'un climat de la clinique, puisque nous sommes en immense majorité des soignants. Il se trouve, curiosité philologique, que le mot climat et le mot clinique ont la même racine étymologique, c'est clinet. Et, alors rien à voir avec certains mouchoirs, mais clinet et clinein, qui est le verbe qui montre ce mouvement, qui fait passer de la verticalité de la bonne santé à l'horizontalité de la maladie qui me couche sur un lit cliné. Voilà. Ce mouvement-là, eh bien, on retrouve dans des tas de mots du français cette racine-là. D'abord, au chevet du malade, celui qui s'y rend, c'est en principe le clinicien, la clinicienne, mais dans nos représentations, on ne voit que celui qui est en haut de la hiérarchie, le médecin. Mais on peut passer tout de suite à la question qui se pose, qui est légitime dans l'équipe comme clinicienne? Là, c'est l'avant-dernière ligne. Eh bien, Philippe l'a ébauché tout à l'heure. C'est peut-être bien celui ou celle qui passe le maximum de temps au chevet de la personne. Et là, en général, il y a pour le coup, là aura, un consensus, il n'y a pas dissensus. Hein. Tout le monde est assez d'accord pour penser que c'est l'aide-soignante qui passe le plus de temps. Finalement, par rapport à l'étymologie, c'est l'aide-soignante qui a droit à être désignée clinicienne. Je vous le dis d'expérience, quand face à des aides-soignantes réticentes pour participer à un staff, on évoque cet aspect-là des choses, eh bien, il y a des verrous qui se desserrent, il y a des freins qui lâchent, et on voit un peu plus d'aides-soignantes qui viennent et qui se sentent un peu plus légitimes pour raconter les choses. Alors après, il faut d'autres étapes, bien sûr. Il faut qu'elles saisissent qu'en parlant, elles ne doivent pas reproduire le discours du patron, mais éventuellement, parce qu'elles ont passé plus de temps au lit clinet de la personne, alors elles ont eu l'occasion d'entendre des choses que le patron n'a pas entendues, que même les infirmières n'ont pas entendues. Et ce quelque chose peut être absolument déterminant pour les décisions qui vont devoir être prises. Alors, vous pourrez me demander, mais qu'est-ce que fait le climat là-dedans par rapport à cliné? Eh bien, vous avez un ébauche de réponse en la 3e ligne, là, c'est que finalement, qu'est-ce qui est à l'origine de la succession des saisons sur notre globe terrestre? C'est l'inclinaison des rayons du soleil. Voilà ce qui fait rejoindre. Et voyez le sens que ça peut avoir de parler d'un climat de la clinique, parce que justement, dans le cadre d'une hospitalité ou d'un accueil, le climat est fondamental. Quand vous êtes dans un centre anticancéreux qui s'appelle un centre de lutte contre le cancer, implicitement, quelle est l'image de climat qui vient à l'esprit? C'est celle du combat et de la guerre. En termes d'hospitalité, les gens qui se sentent bien accueillis là-dedans sont ceux qui éprouvent dans leur corps que ces professionnels de santé, là, ils sont capables aussi d'apaiser les symptômes
pénible est la douleur. Et donc, un bon centre de lutte contre le cancer, et je ne prends que cet exemple, doit pouvoir mélanger, mixer de manière harmonieuse, avec une entente correcte entre les représentants du climat de guerre et les représentants du climat de paix, si on peut dire, disons, traitement curatif, traitement palliatif. Eh bien, ça fait partie du management, ça fait partie de la démarche participative, arriver à une coexistence la plus détendue et pacifiée possible entre ces professionnels qui ont tous leur légitimité. Le problème n'est pas là. Il faut tous les reconnaître, mais il faut qu'ils puissent cohabiter. Alors, hospitalité, je disais, l'autre élément de l'environnement. Ah bon, on connaît tous, hospitalité, c'est représenté et incarné par un hôpital, d'accord ? Même ceux qui n'y travaillent pas le savent fort bien. Je ne vais pas insister là-dessus, mais je voudrais insister plutôt sur l'hospitalité, non pas comme dispositif, mais comme disposition. Et comme disposition, je voudrais convoquer et vous ouvrir ces pistes-là, après vous ferez ce que vous voudrez. 3 philosophes français ont écrit à la fin du XXe siècle sur cette question de l'hospitalité. Je voudrais vous transmettre 3 messages, un venant de chacun. D'abord, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur parle de l'autre, dans la relation avec l'autre, et il nous suggère, il y a 2 manières de parler de l'autre. L'autrui et chacun. Autrui, c'est l'autrui de la sollicitude et de l'amitié, écrit Paul Ricoeur. Et on est très habitué à ça comme soignant. C'est l'autrui qu'on va soigner en tant qu'infirmière, en tant qu'aide-soignant, ou l'autrui qu'on reçoit en consultation. Pas de problème avec ça, on a l'habitude. La difficulté, c'est qu'on veut souvent s'en tenir à ça dans notre hospitalité de soignant. Or, message de Paul Ricoeur, il y a aussi une autre manière de voir l'autre. L'autre manière, c'est chacun. Et Paul Ricoeur indique, c'est le chacun selon l'aphorisme « à chacun selon son dû », à chacun selon son droit. Et là, alors, on doit, derrière le message, accepter, consentir à se tourner vers d'autres professionnels qui exercent dans l'institution sanitaire, privée ou publique, et qui ne sont pas formés comme soignants, et qui sont tout aussi nécessaires et légitimes, par exemple les administratifs. Ils ont cette mission de répartir le plus équitablement possible les moyens, on le sait, qui deviennent de plus en plus limités. Ok, mais ils ont cette légitimité. Moi-même, quand j'ai compris avec ce message de Ricoeur la légitimité des administratifs, figurez-vous, c'est comme un coup de baguette magique, le climat entre les administratifs et moi a assez fondamentalement changé. Et ils sont venus plus fréquemment dans mon service et on a pu, comme par hasard, construire les conditions de ma succession. Jusque-là, ce n'était pas possible. Ça, c'est pour Ricoeur. Lévinas, très vite. L'éthique, pour lui, c'est l'hospitalité. Il confond quasiment les deux, il fait exprès. Dans un livre qui est son chef-d'œuvre, Totalité et Infini, son successeur, Jacques Derrida, enfin successeur, son ami, indique Totalité et Infini, c'est un grand traité de l'hospitalité. Alors, il y aurait des tas de choses à dire, je n'ai pas le temps maintenant et je ne vais pas le prendre. Jacques Derrida, lui, il a animé pendant 2 années universitaires consécutives, 1995-16, 16-17, à Paris, à l'EHESS, un séminaire. Et pour chaque année, il y avait une dizaine de séminaires. Ils duraient 2 heures chacun. Et récemment, 2021-2022, 2 volumes viennent d'être édités, l'un pour la première année, l'autre pour la deuxième, qui retranscrivent fidèlement les enregistrements ou les retranscriptions de ce que Jacques Derrida a dit. Les volumes s'appellent « Hospitalité », c'est édité au Seuil, et c'est une mine de choses très riches et intéressantes pour l'hospitalité. J'en extrais une. Jacques Derrida propose 2 manières de voir l'hospitalité. Première manière, l'invitation. Deuxième manière, la visitation. C'est quoi l'invitation? Transposer à notre monde du soin. C'est, grâce à la secrétaire compétente et dévouée, avoir un planning avec des horaires précis, des noms précis, et puis des fiches avec déjà plein de renseignements sur les personnes qu'on va recevoir, d'une manière absolument maîtrisée. Oui, invitation, complètement nécessaire, surtout pour que ça fonctionne. Mais Jacques Derrida indique qu'il y a aussi la visitation. Alors la visitation, c'est tout le contraire. C'est tout sauf la maîtrise. La visitation, c'est le nomade paumé qui frappe à la porte
parce qu'il a besoin ce soir du gîte et du couvert, ou bien celui qui a eu un accident d'exposition et qui se pointe aux urgences, et il faut bien qu'un référent de l'hôpital, quasiment toute affaire cessante, se rende disponible pour l'accueillir lui, parce que, pourquoi ? Il y a un justificatif scientifique. Moins il y a de temps entre l'exposition et la mise en route d'un éventuel traitement, plus il y a de chances pour que la personne ne soit pas contaminée. Mais ça demande un sens de l'hospitalité, une souplesse que, en tout cas pour ma part, je ne trouve pas si évident que ça. Alors, je vais focaliser sur la vie bonne au travail, et donc la qualité de vie, avec, je dirais, 3 ou 4 diapos, mais je vais sans doute en enlever quelques-unes. Un sondage d'abord IFOP. Voilà. Un sondage IFOP auprès de salariés. Il a été fait à 2 années de reprise, 2008-2022. 2008, c'était la campagne d'un certain président qui se prénommait Nicolas. Et la question a été posée, que préférez-vous ? Être mieux rémunéré ou avoir plus de temps libre ? Remarquez l'inversion quasiment de la proportion des personnes dans les réponses. 2008. Ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, c'est 62%. Cette même année, ceux qui veulent travailler moins pour quitte à gagner moins, c'est 38%. On refait le même sondage en 2022, donc il y a quelques mois simplement, c'est publié au début de cette année. Travailler plus pour gagner plus, ça baisse à 39%. Travailler moins quitte à gagner moins, ça monte à 61%. Et donc il y a plusieurs questions. Quelle est la cause de ce changement ? Peut-être que la crise Covid a quelque chose à voir. Et puis, quels sont les effets ? N'y aurait-il pas un effet entre ce que reflète ce sondage et la réserve, pour être euphémique, ou la résistance farouche dans les rues, je ne veux pas parler plus davantage de M. Martinez, qui fait qu'aujourd'hui, ça n'a pas été très simple de venir ici. Mais le lien est peut-être là. Et si on remettait les choses dans un autre ordre, c'est-à-dire on améliore la qualité de vie au travail, peut-être que davantage de personnes verraient moins de freins à prolonger un peu leur temps de travail. Le travail bien fait, qualité de vie au travail soigné, eh bien, c'est celui qui est réalisé conformément à la conscience professionnelle. Mais il ne faut pas rêver, c'est dans des contraintes. Ce qu'on peut appeler la vie mauvaise, quand les contraintes deviennent trop fortes. Et quand la contrainte empêche, qu'elle étouffe, qu'elle épuise, qu'elle coupe la parole, qu'elle démobilise, eh bien, il y en a beaucoup qui démissionnent ou qui vont en burn-out. La quantité, je ne vais pas y insister, mais vous voyez, on n'est pas contre le fait de mesurer, de quantifier, d'évaluer, mais quand cette obligation de quantifier se transforme en une gouvernance par les nombres au service de l'institution, plus qu'au service des malades et des soignants qui les soignent, vous voyez, je crois qu'on peut se rejoindre là. Alors, la vie en elle-même qui vaut d'être vécue. Acavi propose un dispositif, Philippe Colomba tout à l'heure l'a détaillé. Je le dirais de cette manière, chacun dispose, c'est-à-dire apporte sa disposition, son ouverture intérieure et sa confiance. Chacun se rend disponible pour une vie professionnelle, on est qualité de vie au travail, une vie qui a un sens. Mais il faut entendre le sens à 3 niveaux. Premier niveau, la sensation. Et ça correspond à quoi ? Se sentir bien au travail ensemble. Deuxième niveau, la direction. Ça correspond à quoi ? On a entendu parler, programme, projet, la direction donnée par un projet élaboré ensemble à partir des propositions des gens de terrain. Et puis enfin, troisième niveau, la signification. Là, comment ? En consentant, je le répète, à s'arrêter pour s'écouter et se parler. Mais ne soyons pas naïfs. Quand il n'y a pas cette disposition intérieure dans un professionnel de santé, Philippe l'a dit tout à l'heure, et je le répète de mon côté avec mes mots, on peut ne pas arriver à mettre en place une démarche participative. Ça ne s'impose pas, une démarche participative. Il faut arriver donc à convaincre. Je vais passer sur ces 3 aires. Tout à l'heure, il y a eu le chiffre 3 prononcé à propos des tours de table. Alors je me dis quelquefois qu'en termes de communication, parler de 3 tours de table, ceux qui ne sont pas habitués à la démarche participative et à ce langage peuvent dire mais quel est le rapport entre l'EBM et le rapport entre l'EBM et finalement le fait de faire 3 tours de table. Je ne vais pas insister là-dessus, je vais rappeler juste ces 3 R donc de
respect, reconnaissance, responsabilité, il y aurait bien des choses à dire dessus au plan de l'éthique, mais ce sont des voies ouvertes simplement, on peut en reparler, on a 2 jours devant nous. On pourrait parler aussi des 4 HUM, H-U-M, ces 3 lettres-là, vous savez, qu'on trouve quelquefois dans les BD, dans une bulle, le héros étant en train de se grader la tête parce que finalement il est perplexe devant une situation qui est complexe et marquée par l'incertitude. Ça ne ressemble pas à des situations qu'on vit, ça, comme soignant, éventuellement? Eh bien, ce HUM, il se trouve qu'il structure le début de 4 mots-clés: l'humain, l'humus, l'humilité, l'humour. L'humain, l'humanité de notre condition commune; l'humus, le terreau du soin au centre de nos pratiques; l'humilité, celle d'une autonomie assumée comme interdépendance. Je n'ai pas les ressources en moi, tout seul, pour faire les bons choix. Pourtant, c'est comme ça qu'on m'a formé il y a 50 ans, comme médecin. Mais j'ai dû apprendre que ce n'était pas comme ça que ça marchait. Et puis l'humour comme viatique pour prévenir l'épuisement professionnel et le burn-out, bien sûr. Et je vais conclure avec Paul Ricoeur. Et 3 diapositives. Vous savez que c'est Paul Ricoeur, dans sa petite éthique, Soi-même comme un autre, qui parle de la visée d'une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Eh bien, cette proposition de Paul Ricoeur, pour cette visée éthique, me paraît bien collée avec la démarche qu'essaie d'avoir Acavie. D'abord, la visée d'une vie bonne. Alors, c'est celle des soignés, ça vient à l'esprit pour des soignants tout de suite, bien sûr, des soignés, mais c'est in fine pour les soignés. C'est la visée finale. Ça passe par un détour, et c'est ça la découverte depuis plus de 25 ans. Pour bien soigner, pour la meilleure qualité de soins possible, on passe par la case meilleure qualité de vie au travail possible. Et vous avez des travaux qui s'accumulent, qui démontrent que c'est la bonne démarche. Je n'insiste pas. J'ai dit avec et pour autrui. Alors, avec autrui, on a aussi l'habitude. Ça rejoint la sollicitude d'autrui, donc la consultation, l'acte de soin. Et puis, il y a 20 ans, la loi Kouchner qui indique « toute personne prend avec le professionnel de santé les décisions concernant sa santé ». Le « avec », ça signifie « même si je ne suis pas d'accord comme médecin ou comme soignant sur la direction que veut prendre la personne, par exemple, elle veut arrêter son traitement alors que je lui propose, eh bien, la loi m'indique dans son esprit, tu dois suivre la direction qu'elle propose et tu ne dois pas l'abandonner pour autant. Ça s'appelle une invitation à accompagner. Je dois vous dire qu'en tant que médecin, je n'ai pas la culture de l'accompagnement. J'ai beaucoup plus celle du traitement qui consiste à tirer, à prendre la direction des opérations. Et puis, c'est pour autrui. Et là, ça s'adresse aux collègues de travail. Et là, on n'est plus tellement comme soignant, mais on peut se transformer en soigneur. C'est ce qui s'est passé au début de notre association qui ne s'appelait pas Acavie. Alors, soigneur, pourquoi? Parce qu'on s'est trouvé devant des personnes ou à côté de personnes, nos collègues, qui étaient cassés. Ils étaient cassés parce qu'ils voyaient des leucémiques mourir guéris. On leur avait proposé une formidable technique de greffe de moelle. Il n'y avait plus de cellules leucémiques dans leur corps, donc ils étaient guéris, mais ils mouraient quand même. Ils mouraient de réaction du greffon contre l'autre. C'était impossible à concevoir, impossible à accepter, parce qu'on se sentait responsable de la mort de ces personnes à cause du choix qu'on avait fait faire. Dans des institutions justes, ça réfère à la justice comme ajustement à la singularité des personnes et des situations qu'elles vivent, on pourrait dire beaucoup. Ça, c'est le résultat des staffs pluridisciplinaires. Ça consiste à faire cet ajustement entre le prescrit des protocoles et le réel des situations. Et puis, équité d'accès à la parole dans le groupe et l'équipe, là, ça réfère aux soins multi-professionnels, aux soins pluriprofessionnels ou pluridisciplinaires, à la délibération collégiale. Et là, je voudrais dire... ce qu'a dit Philippe tout à l'heure me conduit à en parler comme ça. Oui, le monde hospitalier est hiérarchisé. Oui, les aides-soignantes ne sont pas très à l'aise avec ça. Sans démagogie et sans esprit anarchique, je propose de dire le temps de la délibération collégiale est un temps où la hiérarchie se suspend. Et pour que la hiérarchie se suspende, avec le consentement de tous et en particulier de ceux et celles qui sont en haut de cette hiérarchie, il faut forcément du temps, un travail, des paroles échangées. Mais c'est comme ça qu'on peut arriver à des staffs pluridisciplinaires qui produisent véritablement des décisions ajustées et adaptées. Je finis par la charte d'Acavie, dans sa nouvelle mouture, qui est déclinée en 5 points et qui comporte 2 parties. La partie de ce à quoi nous tenons et croyons, c'est-à-dire les valeurs auxquelles nous adhérons, et ce que nous proposons. Joël, il faut accélérer un petit peu, s'il te plaît. C'est fini, là. Parfait, excuse-moi.
c'est la dernière. Donc, un choix existentiel, celui de la confiance. Dans le monde de l'entreprise à profit, eh bien, les collègues sont souvent des rivaux, ils sont des ennemis, on n'a pas trop confiance en eux, on a peur pour sa propre carrière. L'état d'esprit dans la démarche de Jackavi, c'est pas ça. C'est l'a priori d'une confiance. Il ne faut pas être naïf, quelquefois elle n'est pas justifiée, on adaptera, mais c'est l'a priori d'une confiance. 2 dynamiques, participation, transversalité. 3 R, je l'ai dit, 4 UM, je l'ai dit, et puis les 5 espaces-temps d'échange, c'est Philippe qui en a parlé, et il y aura le temps d'en parler encore beaucoup. Je vous remercie et je m'excuse du temps que j'ai pris. C'est très bien. Merci Joël.